Ma femme s'est fait arrêter pour excès de vitesse, l'agent a vérifié son permis, et m'a pris à part. Monsieur, j'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement. Ne rentrez pas chez vous. Mettez-vous en sécurité. J'étais abasourdi. Pourquoi? Il a marqué une pause. Je ne peux pas vous expliquer maintenant, c'est horrible. Puis il m'a tendu un mot. Je l'ai ouvert, et j'ai découvert la terrible vérité. Avant de commencer, dites-nous de quel endroit du monde vous nous regardez. Maintenant, plongeons dans l'histoire d'aujourd'hui. Chapitre 1, la vie parfaite qui s'effondre. Wade Wu avait toujours été fier de s'être bâti une vie parfaite en partant de rien. À 42 ans, il possédait 3 garages de réparation automobile prospères dans tout le comté, une immense maison sur les collines, et ce qu'il croyait être un mariage heureux avec Jessica Wu. Ses mains calleuses et son esprit vif l'avaient extirpé de la pauvreté, et il n'oubliait jamais d'où il venait, ni qui l'avait aidé à y arriver. Ce soir d'automne avait commencé comme tous les autres. Wade examinait les rapports trimestriels lorsque Jessica annonça qu'elle allait rendre visite à sa sœur, Gail McIntosh, de l'autre côté de la ville. Rien d'inhabituel à cela. Les sœurs étaient proches, et Jessica passait souvent la nuit chez elle lors de leurs soirées vin et cinéma. Wade l'embrassa pour lui dire au revoir, remarquant à quel point elle avait soigneusement appliqué son maquillage pour une simple soirée en famille. 3 heures plus tard, Wade se retrouva derrière une voiture de patrouille sur l'autoroute 47, l'estomac noué par une angoisse inexplicable. La BMW de Jessica avait été arrêtée pour excès de vitesse, ce qui n'arrivait jamais. C'était la conductrice la plus prudente qu'ils connaissent, presque au point d'en être agaçante. L'agent Seth Mayer était jeune, peut-être au début de la trentaine, avec le genre de visage sincère qui croyait encore à faire ce qui est juste. Alors qu'il vérifiait le permis de Jessica, Wade remarqua que l'expression de l'agent passait d'un ennui routinier à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Les yeux de l'agent ne cessaient de passer de l'écran de l'ordinateur à Jessica, puis vers Wade avec ce qui ressemblait à de la pitié. « Monsieur » appela l'agent Mayer, s'approchant de Wade à pas hésitants. « J'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement. Ne rentrez pas chez vous ce soir. Mettez-vous en sécurité. » Wade sentit le sang quitter son visage. « Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas ?» L'agent jeta un regard nerveux autour de lui, puis pressa un morceau de papier plié dans la paume de Wade. « Je ne peux pas expliquer maintenant. C'est horrible. Légalement, je ne peux rien faire. Mais... » Il marqua une pause, sa voix tombant à un murmure. « Cette femme n'est pas celle que vous croyez. Et l'homme qui vous attend chez vous non plus. » Le monde de Wade bascula. Quel homme? Lisez le mot. Ce soir, ne confrontez personne. Soyez juste prudent. L'agent Mayer rendit son permis à Jessica avec un sourire professionnel, mais Wade surprit le regard de dégoût qui traversa son visage. Alors que la voiture de patrouille s'éloignait, Jessica retourna à leur voiture, jacassant nerveusement sur le fait que l'agent était étrange et posait des questions bizarres. Wade hocha la tête distraitement, le mot lui brûlait la poche comme de l'acide. Il suggéra qu'ils aillent dîner avant de se rendre chez Gail, s'achetant du temps pour réfléchir. Au restaurant, Wade s'excusa pour aller aux toilettes et déplia le mot avec des mains tremblantes. « Votre femme fréquente Patrick Mullins depuis 8 mois. Ce soir, il est dans votre maison, en train de fouiller votre coffre-fort. Elle lui a donné la combinaison. Il y a plus. Bien plus. Elle prépare ça depuis des années. Je suis désolé. J'aimerais pouvoir faire plus. Un ami qui se souvient que vous avez aidé sa famille quand personne d'autre ne le voulait. » Wade fixa les mots jusqu'à ce qu'il se brouille. Patrick Mullins. Il connaissait ce nom. Patrick avait travaillé dans son premier garage il y a 5 ans. Un homme charmant, adroit de ses mains et encore plus pour trouver des excuses quand il manquait de l'argent dans la caisse. Wade l'avait renvoyé sans porter plainte, croyant que tout le monde méritait une seconde chance. Apparemment, Patrick préparait sa vengeance depuis. Mais Jessica, ils étaient mariés depuis 15 ans. Ils avaient tout construit ensemble, survécu au cancer de sa mère, à la faillite de son père, à d'innombrables épreuves qui auraient dû les rapprocher. Wade replia le mot et retourna à la table, son visage un masque impassible. Jessica envoyait un texto, son téléphone incliné loin de lui, quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant, mais qui semblait maintenant flagrant. « Tout va bien, chérie ?» demanda-t-elle sans lever les yeux.
Parfaitement, répondit Wade. Et pour la première fois de son mariage, il pensait le contraire. Le trajet jusqu'à la maison de Gail fut 20 minutes de torture. Jessica n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, et Wade se mit à répertorier chaque mensonge qu'elle aurait pu lui raconter, chaque nuit tardive au travail, chaque week-end à rendre visite à des amis d'université qu'il n'avait jamais rencontrés. Les fondations de sa vie ne se fissuraient pas seulement. Elles révélaient qu'il n'y avait jamais eu de fondation du tout. Quand ils arrivèrent chez Gail, Wade prétexta une urgence professionnelle et dit qu'il devait rentrer. Le soulagement de Jessica était si palpable que c'en était presque comique. Elle l'embrassa pour lui dire au revoir avec les mêmes lèvres qui avaient probablement embrassé Patrick Mullins. Et Wade dut serrer le poing pour ne pas l'attraper à la gorge sur le champ. Mais Wade n'avait pas bâti un empire en agissant sur un coup de tête. Il avait appris la patience de son père, la stratégie de son grand-père, et la cruauté des rues qui avaient essayé de le maintenir à terre. Si Jessica et Patrick pensaient pouvoir détruire tout ce qu'il avait construit, ils allaient découvrir leur erreur. Alors qu'il conduisait vers le centre-ville au lieu de rentrer chez lui, Wade commença à élaborer un plan. Le couple pensait le manipuler, mais il n'avait aucune idée qu'il venait de commencer une partie avec quelqu'un qui ne perdait jamais. Chapitre 2, l'éducation du chasseur. Wade s'enregistra à l'hôtel Riverside en payant en espèces, une habitude de sa jeunesse que son succès légitime n'avait jamais tout à fait effacée. De sa chambre au 5e étage, il avait une vue dégagée sur sa maison à 3 miles de là, nichée dans les collines comme un phare de trahison. Il appela son avocat, Oliver Doyle, qui devait à Wade plus de services que l'un ou l'autre ne pouvait compter. Oliver était un avocat commis d'office en difficulté lorsque le premier garage de Wade avait été vandalisé par des membres d'un gang local. Wade les avait personnellement traqués un par un, et le message qu'il avait délivré avait été assez clair pour qu'Oliver n'ait plus jamais à s'inquiéter pour la sécurité de sa famille. Oliver, j'ai besoin de matériel de surveillance, de qualité professionnelle, et il me le faut livrer à ma chambre d'hôtel dans les 2 heures. Wade, il est presque minuit. 2 heures, Oliver. Et j'ai besoin d'un dossier complet sur Patrick Mullins. Historique d'emploi, casier judiciaire, relevé financier, relations connues, tout. Le silence à l'autre bout du fil dura assez longtemps pour que Wade entende les scrupules éthiques d'Oliver se battre avec sa dette de gratitude. La gratitude l'emporta. Je vais passer quelques coups de fil. En attendant, Wade s'assit près de la fenêtre et observa sa maison avec une paire de jumelles qu'il avait récupérées dans sa voiture. À minuit 47, une silhouette émergea de la porte latérale. Sa porte latérale, celle que seule la famille était censée utiliser. Même à cette distance, Wade pouvait distinguer la démarche arrogante de Patrick, cette façon de se mouvoir comme s'il possédait l'espace qu'il occupait. Patrick portait quelque chose. Un sac. Un sac qui ressemblait étrangement à la réserve d'argent liquide d'urgence que Wade gardait dans son bureau. Le téléphone de Wade vibra. Un texto de Jessica, je reste chez Gail ce soir. Elle passe un moment difficile. Je t'aime. Il ne répondit pas. Oliver arriva en personne à 2h15, transportant une mallette qui semblait appartenir à un détective privé. Traceur GPS, surveillance audio, micro-caméra, et un dossier numérique complet sur ton ami Mullins. Il marqua une pause. Wade, quoi que tu aies l'intention de faire. J'ai l'intention de protéger ce qui est à moi. Le système judiciaire. Le système judiciaire protège les gens comme eux, la voix de Wade était plate, sans émotion. Je protège les gens comme moi. Oliver partit sans un mot de plus, et Wade passa l'heure suivante à étudier la vie de Patrick Mullins comme un général étudiant le territoire ennemi. L'homme était un cas d'école de narcissisme avec une longue histoire de séduction de femmes mariées, vidant leur compte en banque et disparaissant avant que les conséquences ne puissent le rattraper. Il avait fait ça dans 3 États différents, restant toujours juste du bon côté des accusations criminelles. Mais Patrick avait commis une erreur cruciale cette fois. Il s'était attaqué à Wade. Wade commença par le matériel de surveillance, planifiant les points d'entrée et les angles de caméra. Mais en étudiant le comportement de Patrick, un plan bien plus élégant commença à se former. Patrick n'était pas seulement un voleur. Il était prévisible. Il suivait le même schéma à chaque fois, séduire la femme, accéder aux finances, créer une dépendance, puis extraire tout ce qui était possible avant de passer à autre chose. Ce schéma suggérait que Patrick voudrait détruire complètement la vie de Wade, pas seulement le voler. Cela signifiait que ce n'était pas seulement une question d'argent.
C'était une question de pouvoir, d'humiliation, la conquête totale du monde d'un autre homme. Ce qui signifiait que Patrick deviendrait négligent, car il l'avait déjà fait et n'avait jamais fait face à de réelles conséquences. Wade sourit pour la première fois depuis la lecture du mot de l'agent. Patrick Mullins n'avait aucune idée de ce à quoi ressemblaient de réelles conséquences. À l'aube, Wade avait un plan préliminaire. Il donnerait à Patrick exactement ce qu'il voulait, un accès complet au monde de Wade. Mais comme une araignée offrant sa toile à une mouche, cet accès deviendrait un piège. Le téléphone de Wade sonna. Jessica. Salut chérie. Comment s'est passée ton urgence? Bien. Juste un problème avec le contrat Morrison. Le mensonge vint facilement. Comment va Gail? Mieux. Écoute, je vais peut-être devoir rester une nuit ou deux de plus. Elle a vraiment du mal. Bien sûr. Prends soin de ta sœur. Après avoir raccroché, Wade chercha le numéro de téléphone de Gail McIntosh. Il était temps de tester jusqu'où allait la supercherie de Jessica. Gail, c'est Wade. Je voulais juste prendre de tes nouvelles et m'assurer que tu vas bien. La confusion dans la voix de Gail fut une réponse suffisante. Elle allait bien, n'avait pas vu Jessica depuis 2 semaines et n'avait aucune idée de ce dont Wade parlait. Wade la remercia et raccrocha, ajoutant un autre mensonge à son grand livre mental. Jessica ne l'avait pas seulement trahi. Elle avait conçu une réalité alternative complète pour le faire. Les visites à sa sœur, les urgences au travail, les week-ends entre filles. Quelle part de la vie de sa femme avait été une fiction? Mais Wade avait grandi dans la rue avant de bâtir son empire. Et une chose que la rue lui avait apprise, c'est que les gens qui vivent dans des fantasmes meurent lorsque la réalité frappe à la porte. Il était temps de présenter Patrick et Jessica à la réalité. Chapitre 3, les fondations de la guerre. Wade rentra chez lui cet après-midi-là, parcourant sa maison comme un enquêteur sur une scène de crime. Tout semblait normal, mais maintenant il savait quoi chercher. Le coffre-fort de son bureau avait été ouvert et fermé, mais celui qui l'avait fait était doué. Pas de rayures sur la serrure. Pas de poussière dérangée. Professionnel. Il vérifia la caméra cachée qu'il avait installée dans son bureau des années auparavant après une alerte à l'effraction. L'horodatage montrait Patrick Mullins dans l'espace privé de Wade à 23h23, photographiant des documents, copiant des fichiers et empochant ce qui ressemblait à la réserve d'argent d'urgence de Wade et à ses cartes de crédit de secours. Mais le moment le plus glaçant fut lorsque Patrick souleva la photo de mariage de Wade, lui sourit comme s'il partageait une blague privée, puis la posa soigneusement face contre le bureau. Wade regarda l'enregistrement 3 fois, mémorisant chaque détail des mouvements de Patrick, ses expressions, sa violation désinvolte de tout ce que Wade tenait pour sacré. Puis il prit une décision qui aurait des conséquences bien au-delà de ce que Jessica et Patrick pouvaient imaginer. Il appela son vieil ami Clarence Coombe. Clarence dirigeait une société de conseil en sécurité, ce qui était une façon polie de dire qu'il gérait les problèmes qui ne pouvaient être résolus par les voies légales. Ils avaient grandi dans le même quartier. Et quand la fille de Clarence avait eu besoin d'une opération que l'assurance ne couvrait pas, Wade l'avait payée sans qu'on le lui demande. Ce genre de dette allait plus loin que l'argent. Clarence, j'ai besoin d'une équipe complète. Surveillance, contre-surveillance et protection des actifs. Et j'ai besoin de gens qui comprennent que certains problèmes nécessitent des solutions permanentes. À quel point permanentes, Wade? Je te le ferai savoir. En quelques heures, la maison de Wade fut équipée d'un matériel de surveillance professionnel qui faisait passer celui d'Oliver pour des jouets d'enfants. Mais plus important encore, Clarence avait fourni quelque chose d'encore plus précieux, des informations. Ton gars Patrick a des dettes, rapporta Clarence lors d'un dîner dans un relais routier en dehors de la ville. De sérieuses dettes envers des gens sérieux. Il doit de l'argent à des spécialistes russes de l'import-export qui n'acceptent pas les plans de paiement. On dit qu'il a besoin d'un gros coup bientôt, sinon il aura plus de problèmes qu'une femme infidèle ne peut en résoudre. Combien doit-il? 250 000, plus des intérêts qui s'accumulent quotidiennement. Wade se pencha en arrière dans sa banquette. Les pièces du puzzle s'emboîtaient. Donc Jessica n'est pas seulement sa cible, elle est sa bouée de sauvetage. C'est encore mieux. J'ai vérifié l'activité financière de ta femme. Elle déplace de l'argent depuis des mois. Petite somme, différents comptes, toujours juste en dessous des seuils de déclaration. Quelqu'un lui a appris à blanchir de l'argent sans déclencher d'alerte.
La serveuse remplit le café de Wade, et il attendit qu'elle soit partie avant de parler. Combien? Au bas mot? Elle a déplacé environ 400 000 $ au cours de la dernière année. De l'argent qui provenait de tes comptes professionnels, de tes économies personnelles, et même de petites sommes de ton fonds de retraite. La vision de Wade devint rouge sur les bords. 400 000 $. De l'argent qui représentait des années de journée de 18 heures. Des accords conclus dans des ruelles sombres et des salles de conseil. Des risques qui avaient payé à force de sueur, de sang et de pure volonté. Il y a plus, continua Clarence. L'argent n'a pas seulement disparu. Il a été investi. Des achats immobiliers au nom de Patrick, des comptes offshore, quelques entreprises qui n'existent pas sur le papier. Ils se construisaient un avenir ensemble, Wade. Un avenir financé par ton passé. Wade posa sa tasse de café avec un soin délibéré. Je veux tout savoir. Chaque compte, chaque achat, chaque mensonge qu'ils se sont racontés. Je veux savoir ce qu'ils mangent au petit déjeuner et ce dont ils rêvent la nuit. Puis Wade croisa le regard de son vieil ami, et Clarence y vit quelque chose qui le rendit heureux d'être de son côté. Ensuite, je vais leur donner exactement ce qu'ils méritent. Cette nuit-là, Wade était allongé dans son lit, le lit qu'il avait partagé avec Jessica pendant 15 ans, et fixait le plafond. Demain, il commencerait à mettre en œuvre un plan qui ferait passer la trahison de Jessica et Patrick pour un jeu d'enfant. Il pensait lui voler sa vie, mais ils allaient découvrir que certains hommes ne peuvent pas être volés. Ils ne peuvent qu'être réveillés. Son téléphone vibra avec un autre texto de Jessica, « Tu me manques. À la maison demain soir. J'ai hâte de te voir. » Wade répondit, « Moi aussi. Nous devons parler de notre avenir. » Pour une fois, il disait la vérité. Chapitre 4, la toile s'étend. Wade se réveilla avant l'aube et suivit sa routine matinale comme un homme se préparant à la guerre. Café, douche, entraînement dans sa salle de sport à domicile. Puis un examen attentif des enregistrements de surveillance de la nuit précédente. Jessica était rentrée à 2h47, se déplaçant dans la maison comme un fantôme, vérifiant constamment son téléphone, allant même jusqu'à sentir l'oreiller de Wade pour voir s'il avait été là. Quand elle se réveilla finalement à 9h30, Wade était déjà parti, soi-disant pour le travail, mais en réalité pour commencer la première phase de son plan. Son premier arrêt fut le bureau de Maria Gamble, une détective privée spécialisée dans les crimes financiers. Maria avait aidé Wade à enquêter sur un partenaire potentiel des années auparavant et avait découvert un détournement de fonds qui l'avait sauvé d'une fusion désastreuse. Elle était minutieuse, discrète et n'avait aucun scrupule à opérer dans les zones grises de la loi. « J'ai besoin des profils financiers complets de ces deux-là, » dit Wade, faisant glisser les photos de Jessica et Patrick sur son bureau. Chaque compte, chaque transaction, chaque actif, légal et illégal. Maria étudia les photos. « Votre femme. Ma future ex-femme. Ça ne va pas être bon marché, Wade. Les enquêtes financières approfondies prennent du temps et des ressources. » Wade posa une mallette sur son bureau et l'ouvrit. 50 000 $ en espèces. De combien de temps as-tu besoin? 72 heures. Tu en as 48. Ensuite, Wade rendit visite à son comptable, Howell Stevens, qui gérait les comptes de ses 3 garages. Howell était méticuleux jusqu'à l'obsession, ce qui le rendait parfait pour ce dont Wade avait besoin. Howell, j'ai besoin que tu restructures tout. Transfère la propriété des garages à une nouvelle société, déplace tous les actifs liquides vers des comptes auxquels Jessica ne peut pas accéder, et crée une trace écrite montrant que les entreprises sont en difficulté financière. Le visage de Howell devint pâle. Wade, si tu es en train de divorcer, cela pourrait être considéré comme de la dissimulation d'actifs. Les tribunaux ne seront pas impliqués, le ton de Wade était plat. Je ne divorce pas, Howell. Je rends la justice. La différence dans sa voix fit cesser les questions de Howell. Dans l'après-midi, Wade avait visité chacun de ses garages, soi-disant pour des inspections de routine, mais en réalité pour semer les graines d'un plan beaucoup plus vaste. Il parla en privé avec des employés clés, posant des questions soigneusement élaborées sur la loyauté, sur ce qu'il ferait si l'entreprise faisait face à de sérieuses menaces, sur leur capacité à garder des informations sensibles confidentielles. Wade avait appris il y a longtemps que la loyauté ne pouvait pas être achetée, mais qu'elle pouvait être cultivée. Chaque personne à qui il parlait se souvenait de bontés spécifiques, les primes de Noël quand leurs enfants avaient besoin d'une opération, les promotions quand d'autres garages ne voulaient pas les embaucher,
les secondes chances quand leurs propres erreurs auraient pu tout leur coûter. Le soir venu, Wade avait assemblé un réseau d'alliés qui feraient presque n'importe quoi pour protéger l'homme qui les avait protégés. Le dernier arrêt de la journée était le plus important. Une réunion avec James Hernandez, un homme dont le titre officiel était consultant en affaires, mais dont la fonction réelle était de résoudre les problèmes qui ne pouvaient être résolus par des moyens conventionnels. Ils se rencontrèrent dans un club privé du centre-ville, le genre d'endroit où les conversations n'étaient pas enregistrées et où l'adhésion ne s'achetait pas seulement avec de l'argent. « J'ai une situation », commença Wade, qui nécessite une touche délicate. James écouta sans interruption pendant que Wade décrivait la trahison, le vol et la violation complète de tout ce qu'il avait construit. Quand Wade eut fini, James resta silencieux un long moment. « Quel est ton objectif final, Wade ? » ?»« La destruction complète. Je veux qu'ils perdent tout ce qu'ils m'ont volé et tout ce qu'ils pensent posséder. Je veux qu'ils comprennent ce que ça fait de voir leur vie entière révélée comme un mensonge. Et s'ils ripostent ? » Le sourire de Wade était froid. « Ils sont les bienvenus pour essayer. » James hocha lentement la tête. « Ce n'est pas seulement une question d'argent, n'est-ce pas ? » Non. C'est une question de respect, de conséquence, d'apprendre à deux personnes qu'il y a des hommes dans ce monde qui ne peuvent pas être volés, seulement réveillés. Je peux avoir des ressources en place d'ici une semaine. Tu as 3 jours. Wade rentra chez lui pour trouver Jessica en train de préparer le dîner, fredonnant doucement, jouant le rôle de l'épouse dévouée avec une expertise qui aurait été admirable si elle n'était pas si complètement fausse. Elle l'embrassa quand il entra, et Wade dut réprimer l'envie de l'attraper à la gorge et d'exiger la vérité. Au lieu de cela, il joua son propre rôle, le mari confiant, l'homme d'affaires prospère, l'homme trop à l'aise dans sa vie pour remarquer qu'elle était systématiquement démantelée autour de lui. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Jessica, sa voix pétillante d'une fausse sollicitude. « Intéressante », répondit Wade. « J'ai pensé à m'étendre. Peut-être ouvrir un 4e garage. » La fourchette de Jessica s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « Ça semble cher. J'ai repéré un endroit de l'autre côté de la ville. Emplacement parfait, mais ça nécessiterait un investissement important. » Wade observa attentivement son visage. « De l'argent. Il faudrait liquider certains actifs pour que ça marche. » L'éclair de panique dans les yeux de Jessica fut si bref que quelqu'un qui ne savait pas quoi chercher l'aurait manqué, mais Wade le vit, le catalogua et le classa pour un usage futur. « Peut-être devrions-nous discuter de toute décision financière majeure ensemble, » dit Jessica prudemment. « Bien sûr. Après tout, nous sommes partenaires en tout. » Cette nuit-là, alors que Jessica dormait à côté de lui, Wade resta éveillé, planifiant la destruction systématique de 2 personnes qui avaient commis l'erreur de penser que Wade Wu n'était qu'une autre cible à arnaquer et à jeter. Ils allaient apprendre que certains hommes n'étaient pas des victimes. C'étaient des prédateurs. Chapitre 5, le piège se referme. L'appel arriva à 6h47, 3 jours après que Wade eut mis son plan en marche. La voix de Maria Gamble était tendue d'excitation et de dégoût à parts égales. « Wade, tu dois voir ça. Peux-tu être à mon bureau dans 1 heure ?» Wade arriva pour trouver le bureau de Maria couvert de documents financiers, de photographies et de relevés bancaires qui peignaient une image de trahison systématique bien plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. « Ta femme est intelligente », commença Maria. « Mais Patrick Mullins est plus intelligent, et plus cupide. » Elle étala une série de relevés bancaires. « Jessica déplace ton argent depuis 14 mois, pas 8. Mais voici la partie intéressante. Patrick déplace aussi son argent. Chaque compte qu'elle a ouvert, chaque investissement qu'elle a fait avec tes fonds volés, il a prélevé sa part. Elle pense qu'ils ont 400 000 $ ensemble. Il en a en réalité près de 600 000, et 300 000 sont cachés à son insu. » Wade étudia les documents, sentant une froide satisfaction s'installer dans sa poitrine. Il prévoit de disparaître. Plus que ça. Regarde ça. Maria produisit un contrat de location. Patrick a signé un bail de 2 ans pour une maison au nom de Jessica, en utilisant son numéro de sécurité sociale et une signature falsifiée. Si les choses tournent mal, elle est responsable de 24 mois de loyer pour un endroit qu'elle n'a jamais vu. Où ? Costa Rica. Juridiction sans extradition pour les crimes financiers de moins de 50 000 $ par incident. Wade se pencha en arrière dans sa chaise. Les pièces du puzzle s'emboîtaient. Patrick ne volait pas seulement Wade. Il préparait Jessica à porter le chapeau pour tout.
Quand le moment serait venu de disparaître, Patrick laisserait Jessica avec des accusations de fraude tandis qu'ils vivraient confortablement de l'argent volé à eux deux. Il y a plus, continua Maria. Patrick a tout enregistré. Appels téléphoniques, réunions à l'hôtel, même les rencontres intimes. Il a assez de preuves pour détruire la réputation de Jessica et l'impliquer dans chaque aspect du vol, tout en se présentant comme une victime manipulée. Wade ressentit quelque chose qui aurait pu être de l'admiration pour la minutie de Patrick si elle n'avait pas visé à détruire sa vie. L'homme était un prédateur professionnel qui avait perfectionné l'art de laisser ses complices seuls face aux conséquences. Mais Patrick avait commis une erreur cruciale. Il avait supposé que Wade Wu n'était qu'une autre cible. « J'ai besoin de copies de tout, dit Wade. Et j'ai besoin que tu fasses une dernière chose. » Cet après-midi-là, Wade mit en œuvre la phase suivante de son plan. Il appela Jessica au travail et lui demanda de le rejoindre pour déjeuner dans leur restaurant préféré, le même endroit où ils avaient eu leur premier rendez-vous 16 ans plus tôt. Jessica arriva, belle et nerveuse, vérifiant constamment son téléphone, une habitude que Wade reconnaissait maintenant comme la maintenance de Patrick. « J'ai pensé à notre avenir », commença Wade, faisant écho au texto qu'il avait envoyé quelques nuits auparavant. « À ce que nous voulons de la vie. »« Que veux-tu dire ?» Wade sortit un dossier et le posa sur la table entre eux. « Je veux dire que je pense qu'il est temps pour nous de faire des changements. De grands changements. » Le visage de Jessica devint pâle en ouvrant le dossier et en voyant le premier document, une annonce immobilière pour une maison au Costa Rica, avec photo et contrat d'achat. « Wade, qu'est-ce que c'est ? » ?»« Notre nouvelle vie. J'ai envisagé de prendre ma retraite anticipée, peut-être de déménager quelque part où nous pourrons vraiment être nous-mêmes. » Wade observa attentivement le visage de Jessica. « J'ai trouvé cet endroit par un associé, Patrick Mullins. »« Tu te souviens de Patrick, n'est-ce pas ? Il travaillait pour moi. » La main de Jessica tremblait en tournant les pages. « Je ne comprends pas. Patrick m'a aidé à faire des recherches sur la vie d'expatriés. Les impôts, les lois sur la propriété, les meilleures façons de transférer des actifs à l'international sans déclencher la surveillance du gouvernement. » La voix de Wade était désinvolte, conversationnelle. Il a pas mal d'expérience en finance internationale. La couleur quitta le visage de Jessica alors qu'elle réalisait que Wade décrivait exactement ce qu'elle et Patrick avaient fait avec son argent. Mais il y avait plus. Wade le décrivait comme si c'était son idée, comme s'il prévoyait de le faire légalement et ouvertement. « Wade, je ne pense pas. Patrick a suggéré que nous pourrions liquider la plupart de nos actifs nationaux et les réinvestir offshore. Il estime que nous pourrions tout transférer en un mois si nous agissons rapidement. » Le téléphone de Jessica vibra. Elle y jeta un œil et Wade vit son visage passer de pâle à gris. Quoi que Patrick venait de lui envoyer, ce n'était pas une bonne nouvelle. « Je dois y aller, » dit Jessica soudainement, fermant le dossier. « Je ne me sens pas bien. »« Bien sûr. Prends le dossier avec toi. Regarde-le et nous pourrons en discuter ce soir. » Wade regarda Jessica se dépêcher de sortir du restaurant, serrant le dossier comme si c'était la preuve de sa propre exécution. Ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Car Jessica devait maintenant choisir, avertir Patrick que Wade était au courant de leur plan, risquant de révéler toute leur relation, ou se taire et espérer que l'intérêt de Wade pour le Costa Rica était une coïncidence. L'un ou l'autre choix mènerait au même résultat, Patrick réaliserait que la situation était devenue trop dangereuse et commencerait à mettre en œuvre sa stratégie de sortie, ce qui signifiait qu'il commencerait à se débarrasser de Jessica. Le téléphone de Wade vibra. Un texto de Clarence. Colis livré. La phase 3 était prête à commencer. Ce soir-là, Wade rentra à la maison et trouva Jessica faisant les 100 pas dans la cuisine, le dossier du Costa Rica ouvert sur le comptoir, son téléphone pressé contre son oreille. Elle raccrocha rapidement quand elle le vit. « Tout va bien ?» demanda Wade. « Bien. Juste des trucs de boulot. » Le sourire de Jessica était crispé. « J'ai regardé ces documents. C'est une idée intéressante, mais peut-être devrions-nous y réfléchir davantage. En fait, j'espérais que nous pourrions accélérer les choses. Patrick pense qu'il pourrait y avoir des changements réglementaires à venir qui pourraient rendre les transferts plus difficiles. » Le visage de Jessica passa par une série de micro-expressions, peur, confusion, calcul, désespoir. Wade catalogua chacune d'entre elles. « Peut-être devrions-nous rencontrer Patrick ensemble, dit-elle finalement. Pour qu'il puisse nous expliquer les détails à tous les deux. »
Wade sourit. Excellente idée. Que dirais-tu de demain soir? Après que Jessica fut allée se coucher, Wade appela Clarence. Demain soir, Patrick Mullins va réaliser qu'il a été déjoué, dit Wade. J'ai besoin que tu t'assures qu'il n'ait aucune option pour s'enfuir. Considérez que c'est fait. Wade raccrocha et se dirigea vers son bureau, où il ouvrit son coffre-fort et retira l'objet que Clarence avait livré cet après-midi, un enregistreur numérique contenant chaque conversation que Patrick et Jessica avaient eue au cours du dernier mois, grâce à un équipement de surveillance qui avait transformé leur chambre d'hôtel en confessionnal. Wade avait entendu la voix de sa femme décrire à quel point il serait facile de le saigner à blanc, comment Patrick la faisait se sentir vivante d'une manière que Wade n'avait jamais pu le faire, comment il disparaîtrait une fois qu'ils auraient assez de son argent. Mais la conversation la plus intéressante avait été celle où Patrick expliquait à Jessica comment il devrait éventuellement couper les ponts proprement le moment venu de déménager de manière permanente. Jessica n'avait aucune idée qu'elle parlait à un homme qui prévoyait de détruire sa vie avec celle de Wade. Wade sourit en remettant l'enregistreur dans le coffre-fort. Demain soir, Jessica et Patrick découvriraient qu'ils n'étaient pas les seuls capables de planifier une trahison. Ils étaient juste les seuls assez stupides pour penser qu'ils pouvaient s'en tirer. Chapitre 6, le Creuset. Le rendez-vous était fixé à 19h au Morton's Steakhouse, un territoire neutre où Jessica et Patrick se sentiraient à l'aise. Wade arriva en avance et choisit une banquette d'angle avec une vue dégagée sur toutes les entrées. De vieilles habitudes d'une jeunesse passée dans des environnements où s'asseoir le dos à une porte pouvait être fatal. Jessica arriva la première. Sa nervosité était évidente dans la façon dont elle lissait ses cheveux et vérifiait son téléphone. Elle était habillée avec soin, professionnelle mais attirante, le genre de tenue qui suggérait une affaire sérieuse tout en plaisant aux hommes de sa vie. Patrick entra exactement à 19h, et Wade dut admirer son sang-froid. L'homme ne montra aucun signe de reconnaissance au-delà d'un sourire poli. Aucune indication qu'il pillait systématiquement la vie de Wade depuis plus d'1 an. Il était doué dans son métier. Wade. Content de te revoir, dit Patrick, tendant la main avec une confiance parfaite. Jessica m'a dit que tu étais intéressé par des opportunités offshore. Très intéressé, répondit Wade, étudiant le visage de Patrick. Je crois comprendre que tu as une expérience considérable en gestion d'actifs internationaux. Un peu, dit Patrick modestement. J'ai aidé quelques clients à diversifier leurs avoirs dans des juridictions favorables. Wade hocha la tête et sortit une mallette. J'ai apporté des documents que tu pourrais trouver intéressants. Les yeux de Patrick se tournèrent vers la mallette, puis vers Jessica, qui était devenue très silencieuse. Wade ouvrit la mallette et en sortit 3 dossiers, les posant sur la table avec une précision délibérée. Le premier dossier contient les archives financières de mes entreprises des 18 derniers mois, commença Wade. Revenus, dépenses, transferts d'actifs, le train-train habituel. Patrick se détendit légèrement. C'était un terrain familier. Le deuxième dossier contient des photographies de surveillance prises au cours du dernier mois. Le visage de Patrick ne changea pas, mais Wade remarqua le léger resserrement autour de ses yeux. Jessica émit un petit son qui aurait pu être un gémissement. Le troisième dossier contient les transcriptions de conversations entre diverses parties concernant mes finances, mon mariage et certains déménagements prévus vers des territoires sans extradition. Le silence qui suivit fut profond. La main de Patrick s'était arrêtée en chemin vers son verre d'eau. Jessica fixait les dossiers comme s'ils étaient des serpents venimeux. Maintenant, continua Wade d'un ton conversationnel, nous pouvons en discuter comme des gens civilisés, ou nous pouvons impliquer d'autres parties. À vous de choisir. Patrick se reprit le premier, comme Wade s'y attendait. Les prédateurs sont toujours prompts à évaluer les nouvelles menaces. Wade, je pense qu'il y a peut-être un malentendu. Pas de malentendu. Wade ouvrit le premier dossier et sortit un relevé bancaire. Jessica, aimerais-tu expliquer à Patrick pourquoi ta signature apparaît sur cette autorisation de retrait de $50 000 de mon compte professionnel? Le visage de Jessica se décomposa. Wade, s'il te plaît. Ou Patrick, peut-être aimerais-tu expliquer pourquoi tu es désigné comme bénéficiaire d'une police d'assurance vie que Jessica a souscrite sur moi il y a 6 mois. Cela attira l'attention de Patrick. Wade avait gardé cette révélation pour un impact maximal, et le regard de surprise authentique sur le visage de Patrick lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Patrick n'était pas au courant de la police d'assurance, ce qui signifiait que Jessica avait prévu des plans de secours qui n'incluaient pas son amant. Une assurance vie?
La voix de Patrick était soigneusement contrôlée, mais Wade perçut la pointe de trahison en dessous. 2 millions de dollars, dit Wade, avec Jessica comme bénéficiaire principale et Patrick Mullins comme secondaire. Arrangement intéressant, ne trouvez-vous pas? Patrick se tourna vers Jessica avec une expression qui aurait été terrifiante si Wade n'avait pas tant apprécié le spectacle. Tu n'as pas mentionné de police d'assurance. Je voulais nous protéger. Protéger-nous, ou te protéger toi? Wade se pencha en arrière et regarda l'alliance entre sa femme et son amant se fracturer en temps réel. C'est pourquoi il avait inclus les informations sur l'assurance, même si leur découverte avait été le moment le plus glaçant de son enquête. Jessica ne s'était pas contentée de le voler. Elle avait envisagé si sa mort ne serait pas plus rentable que sa trahison. Il y a plus, dit Wade, ouvrant le deuxième dossier. Patrick, le nom d'Arturo Haynes te dit quelque chose? Le visage de Patrick devint blanc. Comment tu? Arturo est un de mes associés. Il l'est depuis des années. Imagine ma surprise quand il a mentionné que quelqu'un l'avait approché pour organiser un accident pour un homme d'affaires local de premier plan. C'était un mensonge, mais Wade le livra avec une telle confiance désinvolte que Jessica et Patrick le crurent complètement. L'art de la guerre psychologique consistait à amener ses ennemis à se détruire eux-mêmes avec leur propre culpabilité et paranoïa. Wade, murmura Jessica. Nous n'avons jamais. Jamais quoi? Jamais prévu de me tuer, ou jamais prévu de vous faire prendre? Patrick se leva brusquement. Je pense que cette conversation est terminée. Assieds-toi, dit Wade tranquillement, et quelque chose dans sa voix figea Patrick. Tu n'as pas encore entendu le meilleur. Wade ouvrit le troisième dossier et sortit une photo de Patrick entrant dans une chambre d'hôtel, suivie d'une autre photo de lui sortant 3 heures plus tard avec une mallette. C'est l'hôtel Riverside, chambre 237, mardi soir dernier. La mallette contient environ 150 000 $ en espèces que Jessica ignore. Jessica se tourna vers Patrick avec une expression d'horreur naissante. De quoi parle-t-il? Ou nous pourrions discuter de la maison au Costa Rica que Patrick a louée à ton nom, Jessica. Celle dont tu seras responsable même après qu'il aura disparu avec l'argent que vous m'avez volé tous les deux. Le piège était maintenant complètement refermé. Patrick réalisa qu'il avait été déjoué. Jessica réalisa qu'elle avait été trahie par les 2 hommes de sa vie, et Wade s'assit pour les regarder se déchirer. Espèce de salaud, siffla Jessica à Patrick. Tu comptais me laisser tout sur le dos. Et toi, tu comptais assassiner ton mari, rétorqua Patrick. Ne fais pas comme si tu étais innocente là-dedans. Wade sourit. En fait, vous allez tous les deux avoir des problèmes plus graves que l'un l'autre très bientôt. Il sortit son téléphone et leur montra l'écran, qui affichait un message texte, colis sécurisé. En attente d'instruction. Clarence Coombe surveillait cette conversation. Il surveille également vos 2 résidences, vos comptes financiers et vos communications. Dans environ 10 minutes, des agents fédéraux vont perquisitionner l'appartement de Patrick et le bureau de Jessica. C'était un autre mensonge, mais Wade comptait sur la panique pour empêcher toute pensée logique. Ce qu'ils trouveront, ce sont des preuves de fraude systématique, de vol d'identité et de complot en vue de commettre un meurtre. Ils trouveront également des preuves que Jessica a détourné des fonds de sa propre entreprise pour financer cette opération. Le visage de Jessica devint cendré. Elle travaillait comme comptable pour un grand cabinet, et toute irrégularité financière dans son travail mettrait fin à sa carrière, même si cela n'entraînait pas de poursuite pénale. Voici ce qui va se passer, continua Wade. Patrick, tu vas transférer chaque centime que tu m'as volé sur mes comptes. Tout, y compris l'argent que tu as caché à Jessica. Et si je refuse? Le sourire de Wade était froid. Alors tu découvriras ce qui arrive quand on vole quelqu'un qui a grandi dans des quartiers où les voleurs ne vivaient pas assez longtemps pour recommencer. La bravade de Patrick se brisa. Tu me menaces. Je te fais une promesse. Wade se tourna vers Jessica. Et toi, ma chère femme, tu vas signer des papiers de divorce qui te laisseront avec exactement ce que tu as apporté à ce mariage il y a 15 ans. Rien. Wade, s'il te plaît. Tu as eu 15 ans pour être honnête avec moi. Tu as eu 1000 occasions d'être la femme que je pensais avoir épousée. Au lieu de cela, tu as choisi d'être une voleuse et une. Les mots restèrent en suspens dans l'air comme une condamnation à mort. Wade se leva et posa 5 cents sur la table. Ceci couvre le dîner. Vous avez 24 heures pour vous conformer à mes conditions.
Après cela, d'autres personnes s'occuperont de la situation, et elles ne seront pas aussi généreuses que moi. Wade s'éloigna, laissant Jessica et Patrick face aux décombres de leur trahison soigneusement planifiée. Derrière lui, il pouvait les entendre commencer à se disputer, les accusations fusant. Le son de deux prédateurs se retournant l'un contre l'autre lorsque leur proie s'avérait trop dangereuse à manipuler. La vraie vengeance ne faisait que commencer. Chapitre 7, l'heure des comptes. Wade ne rentra pas chez lui cette nuit-là. Au lieu de cela, il se rendit à son premier garage, celui qu'il avait construit avec de l'argent emprunté et des journées de 18 heures quand il avait 25 ans et assez faim pour se battre pour chaque dollar. Il s'assit dans son bureau jusqu'à l'aube, regardant les enregistrements de surveillance des appels téléphoniques et des messages de plus en plus désespérés de Patrick et Jessica. À 3 heures du matin, Patrick avait tenté d'accéder à 3 comptes bancaires différents, pour découvrir que les hommes de Clarence avaient gelé tous ses actifs en attendant une enquête fédérale ou une fiction qui tiendrait assez longtemps pour les besoins de Wade. Jessica s'était déclarée malade au travail et avait passé 2 heures à chercher frénétiquement dans son appartement des documents qui prouveraient son innocence de crimes dont elle était en réalité coupable. Le téléphone de Wade sonna à 6h15. Patrick. Wade, nous devons parler. J'écoute. C'est allé trop loin. Trouvons un arrangement. Wade sourit. Le désespoir avait toujours le même son, peu importe qui le portait. Je t'ai donné mes conditions hier. T'es-tu conformé? Je ne peux pas transférer d'argent de compte gelé. Alors tu ferais mieux de trouver comment les débloquer. Wade, sois raisonnable. Je suis raisonnable. Déraisonnable serait de laisser Clarence gérer cette conversation. La ligne resta silencieuse un long moment. Que veux-tu? Je veux que tu disparaisses, Patrick. Définitivement. Je veux que tu comprennes que voler Wade Wu a été la pire erreur de ta vie. Et je veux que tu passes le temps qu'il te reste à te souvenir de cette leçon. Et Jessica? La voix de Wade devint glaciale. Jessica est ma femme. Ce qui lui arrive est entre elle et moi. Il raccrocha et appela immédiatement Clarence. Combien de temps avant que Patrick ne craque complètement? Il est déjà en train de craquer. Mes gars ont intercepté des conversations intéressantes ce matin. Il semble que Patrick ait contacté ses amis russes pour essayer de négocier plus de temps pour payer ses dettes. Et les Russes ne sont pas connus pour leur patience. On dit qu'ils envoient quelqu'un pour discuter de la question avec Patrick personnellement. Wade sentit une sombre satisfaction s'installer en lui. Le passé de Patrick le rattrapait exactement au moment où son avenir disparaissait. Un timing parfait. Assure-toi que les Russes sachent où le trouver. Déjà fait. Le deuxième appel de Wade fut pour Oliver Doyle. J'ai besoin que tu rédiges des papiers de divorce. Adultère, fraude, vol d'actifs matrimoniaux. Je veux tout protéger sous le couvert de différends irréconciliables, avec des preuves d'activité criminelle. Wade, si tu as des preuves d'activité criminelle, tu devrais impliquer la police. La police est trop lente. J'ai besoin que ce soit géré en privé. Et Jessica? Elle va se battre. Le rire de Wade était sans humour. Jessica sera trop occupée à essayer de rester hors de prison pour se battre contre quoi que ce soit. À midi, Wade avait reçu la confirmation que Patrick avait tenté de fuir l'État, pour découvrir que son passeport avait été signalé pour activité financière suspecte. La TSA l'avait détenu pendant 3 heures avant de le relâcher avec un avertissement que ses déplacements étaient surveillés. Le troisième appel de la journée de Wade fut pour Jessica. Nous devons nous voir. Sa voix était tremblante, vaincue. Je signerai tout ce que tu veux. Bien. Au bureau de mon avocat. 15 heures. Wade, je suis désolé. Je sais que ça ne veut rien dire maintenant, mais je suis désolé. Wade réfléchit un instant. Non, tu n'es pas désolé de l'avoir fait. Tu es désolé de t'être fait prendre. Il y a une différence. La procédure de divorce dura moins d'1 heure. Jessica signa chaque document sans les lire, ses mains tremblant d'épuisement et de peur. Quand ce fut terminé, elle regarda Wade avec des larmes dans les yeux. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu apprends à vivre avec les conséquences de tes choix. Vas-tu porter plainte? Wade étudia le visage de son ex-femme, voyant peut-être pour la première fois la personne qu'elle était réellement sous le masque qu'elle avait porté pendant 15 ans. Faible, égoïste, prête à détruire n'importe qui pour obtenir ce qu'elle voulait,
mais finalement une petite personne qui avait fait l'erreur d'essayer de s'en prendre à quelqu'un de plus fort. Non, dit-il finalement. Tu n'en vaux pas la peine. Le soulagement sur le visage de Jessica était pathétique. Elle pensait vraiment s'en tirer. Wade sortit du bureau de l'avocat, un homme libre, mais il n'avait pas encore terminé. Ce soir-là, il s'assit dans son bureau et passa un dernier appel. Clarence, c'est l'heure. Tu es sûr de ça, Wade? J'en suis sûr. 2 heures plus tard, Wade reçut un message texte avec une adresse et une heure. Il traversa la ville jusqu'à un quartier d'entrepôt qu'il avait bien connu dans sa jeunesse. Des endroits où les problèmes se résolvaient de manière permanente et où on ne posait pas de questions. Patrick Mullins l'attendait, attaché à une chaise au centre d'un bâtiment vide. Son visage était tuméfié, ses vêtements déchirés, et ses yeux contenaient la terreur désespérée d'un homme qui avait enfin réalisé que la partie était terminée. Wade, halta Patrick en voyant Wade s'approcher. Dieu merci. Ces hommes, ils sont fous. Ils pensent que je leur dois de l'argent. Wade tira une chaise et s'assit en face de Patrick. Tu leur dois de l'argent. $250 000, plus les intérêts. C'est impossible. Je n'ai jamais emprunté aux Russes. Non, mais tu as volé de l'argent qui allait être utilisé pour les rembourser. La voix de Wade était calme, conversationnelle. Tu vois, Patrick, je fais des affaires avec Arturo Haynes depuis des années. Quand j'ai eu besoin d'investisseurs pour mon premier garage, Arturo m'a mis en contact avec des financiers internationaux. Des Russes, en l'occurrence. Le visage de Patrick devint blanc. Tu les as remboursés il y a des années. Je l'ai fait. Avec de l'argent qui t'appartenait techniquement, puisque tu me l'avais volé. Wade sourit. Ce qui signifie que tu leur dois l'argent que j'ai utilisé pour payer ma dette, avec 15 ans d'intérêt composé. Le calcul était fictif, mais Patrick était trop terrifié pour le remettre en question. Parfois, les mensonges les plus efficaces sont ceux qui semblent juste assez plausibles. Je n'ai pas ce genre d'argent. Je sais. C'est pourquoi nous sommes ici. Wade se leva et se dirigea vers l'endroit où Clarence attendait avec 2 autres hommes que Patrick reconnut probablement de ses cauchemars. Patrick Mullins, dit Wade formellement, tu as fait l'erreur de penser que tu pouvais me voler. Tu as fait l'erreur de penser que tu pouvais séduire ma femme et détruire ma vie. Plus important encore, tu as fait l'erreur de penser que j'étais juste une autre cible à arnaquer et à jeter. Wade fit un signe de tête à Clarence. Tu avais tort. La dernière chose que Patrick vit fut Wade s'éloignant, le laissant faire face aux conséquences d'une vie construite sur la destruction de la confiance des autres. Chapitre 8, le prix de la trahison. Wade n'assista pas à ce qui arriva à Patrick Mullins. Il n'en avait pas besoin. Certaines leçons étaient plus efficaces lorsqu'elles restaient privées entre le professeur et l'élève, et Wade avait donné assez de leçons dans sa jeunesse pour savoir que Patrick comprendrait clairement le message. 3 jours plus tard, la disparition de Patrick fit les nouvelles locales comme une affaire de personnes disparues. Son appartement avait été abandonné, sa voiture retrouvée à l'aéroport, et des rapports contradictoires circulaient sur le fait qu'il ait pris un vol pour le Mexique ou simplement disparu. L'enquête de la police fut superficielle. Patrick Mullins n'avait pas de famille, peu d'amis et une habitude de quitter la ville brusquement. Des gens comme lui disparaissaient tout le temps. Wade ne ressentit aucune culpabilité quant au sort de Patrick. D'après son expérience, les hommes qui faisaient carrière en détruisant la vie des autres vivaient rarement assez longtemps pour profiter de leur retraite. Wade avait simplement accéléré l'inévitable. Mais Jessica était une toute autre affaire. Wade la trouva un jeudi soir, assise seule dans le même restaurant où ils avaient eu leur confrontation avec Patrick. Elle semblait plus petite, diminuée par le poids de conséquences qu'elle n'avait jamais imaginé devoir porter. « J'ai entendu pour Patrick », dit-elle sans lever les yeux lorsque Wade s'assit en face d'elle. « Ah oui ? La police est passée à mon appartement hier. Il pose des questions sur ses affaires financières, ses associés. » Elle croisa enfin le regard de Wade. « Ils ont demandé pour toi. Qu'est-ce que tu leur as dit ? » La vérité. Que Patrick travaillait pour toi. Que nous l'avions rencontré récemment pour une opportunité d'affaires. Que je ne l'avais pas vu depuis. Wade hocha la tête. Malin. Jessica rit amèrement. Un peu tard pour être maline. Ils restèrent assis en silence pendant plusieurs minutes. 2 personnes qui avaient partagé 15 ans de mariage se regardant comme des étrangers.
Ce qu'ils avaient probablement toujours été, songea Wade. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin, dit finalement Jessica. Si, tu le voulais. Tu ne pensais juste pas te faire prendre. Non, je veux dire, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Pas vraiment. Wade étudia son visage, cherchant le moindre signe de remords sincère. Ce qu'il vit à la place, c'était la même rationalisation égoïste qu'il avait entendue de chaque criminel qu'il avait connu. La conviction que désirer quelque chose assez fort justifiait de le prendre. Tu as souscrit une assurance vie sur moi, Jessica. 2 millions de dollars. Elle tressaillit. Ce n'était pas. Ce n'était pas ce que tu penses. Alors c'était quoi? Une assurance au cas où quelque chose arriverait naturellement. Je n'allais pas. Elle s'interrompit, incapable de finir la phrase. Wade se pencha en arrière dans sa chaise. Mais tu y as pensé. Le silence s'étira entre eux comme un aveu. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda Jessica. Maintenant, tu disparais. Tu prends l'argent que tu as réussi à cacher à Patrick et à moi, et tu recommences ta vie quelque part où je ne te reverrai jamais. Et si je ne le fais pas? Le sourire de Wade était froid. Alors tu découvriras que Patrick n'était pas le seul à devoir de l'argent à des gens dangereux. Le visage de Jessica devint cendré. Wade, s'il te plaît. Tu as une semaine. Wade se leva pour partir, puis s'arrêta. Une dernière chose. Si jamais tu me contactes, si jamais tu essaies de revenir, si j'entends ne serait-ce que ton nom mentionné dans cette ville à nouveau. Ce qui est arrivé à Patrick ressemblera à de la pitié comparé à ce qui t'arrivera. Il s'éloigna sans se retourner, laissant Jessica contempler les ruines d'une vie qu'elle avait détruite par sa propre cupidité et sa trahison. Dehors, Wade resta assis dans sa voiture pendant plusieurs minutes, ressentant quelque chose qui aurait pu être de la tristesse s'il était le genre d'homme à s'adonner à de telles émotions. 15 ans de mariage envolé, non seulement terminé, mais révélé comme un mensonge depuis le début. Mais Wade Wu avait survécu à de pires pertes. Il avait survécu à la pauvreté, à la violence, à la trahison de personnes en qui il avait plus confiance qu'en Jessica. Il avait bâti un empire à partir de rien une fois auparavant, et il pouvait le refaire si nécessaire. Son téléphone vibra. Un texto de Clarence. Colis géré. Pas de trace. Wade supprima le message et démarra sa voiture. Demain, il commencerait le processus de reconstruction de sa vie, sans le poids des gens qui n'avaient jamais mérité sa confiance. Ce serait différent cette fois. Mieux. Car Wade Wu avait appris quelque chose de précieux de la trahison de Jessica et Patrick. La seule personne en qui il pouvait vraiment avoir confiance, c'était lui-même. Et parfois, c'était suffisant. Chapitre 9, les nouvelles fondations. 6 mois plus tard, Wade Wu se tenait dans le bureau de son 4e garage, regardant l'équipe du matin se préparer pour une nouvelle journée. L'entreprise s'était développée plus vite que prévu, alimentée par l'argent de l'assurance suite au vol de Patrick et les actifs liquidés de son règlement de divorce. La compagnie d'assurance avait payé rapidement une fois que Wade avait fourni la preuve du détournement systématique de Patrick. Il s'était contenté du rapport de police sur la disparition de Patrick et n'avait montré aucun intérêt à enquêter davantage. Des gens comme Patrick disparaissaient tout le temps, et les compagnies d'assurance préféraient les explications simples. Les ennuis juridiques de Wade avaient été minimes. Oliver Doyle avait tout structuré parfaitement, le divorce, les transferts d'entreprise, même les réclamations d'assurance. La signature de Jessica sur divers documents avait fait d'elle la propriétaire légale de plusieurs dettes dont elle ignorait l'existence, tandis que Wade en sortait propre et rentable. Le nouveau garage se trouvait dans le quartier où Wade avait grandi, un quartier qui avait empiré depuis son départ. Mais Wade se souvenait de ce que c'était d'être jeune et affamé, cherchant quelqu'un pour lui donner une chance. Il embauchait localement, payait bien, et ne posait pas de questions sur le passé de ses employés tant qu'il se présentait et travaillait dur. Clarence Coombe passait toutes les quelques semaines, soi-disant pour discuter de la sécurité des garages, mais en réalité pour fournir des mises à jour sur les situations qui nécessitaient une surveillance. Jessica s'est installée à Phoenix, rapporta Clarence lors d'une de ses visites. Elle travaille comme comptable pour un petit cabinet. Profil bas, aucun contact avec qui que ce soit de son passé. Bien. Tu veux que je la surveille? Wade réfléchit. Jessica était brisée, exilée, vivant dans la peur de conséquences qui pourraient ne jamais arriver. C'était une punition appropriée pour quelqu'un qui avait essayé de détruire sa vie.
Mais c'était aussi complet. Elle ne représentait plus une menace. Non, laisse-la partir. Clarence hocha la tête. Et l'autre affaire? Quelle autre affaire? L'agent Setmayer. Celui qui t'a prévenu pour Jessica et Patrick. Wade se demandait quand cette conversation viendrait. L'agent Mayer avait risqué sa carrière pour avertir Wade du complot contre lui, et Wade n'oubliait pas de telles dettes. Quoi à son sujet? Sa fille a besoin d'une opération. Leucémie. L'assurance ne couvre pas le traitement expérimental qui pourrait la sauver. Wade resta silencieux un moment, se souvenant d'un autre jeune policier qui avait fait face à des circonstances similaires des années auparavant. Combien? 200 000 $. Occupe-t'en. Don anonyme par l'une des œuvres de bienfaisance médicale. Considérez que c'est fait. Après le départ de Clarence, Wade traversa ses garages, parlant avec les employés, vérifiant les projets, maintenant les liens personnels qui faisaient de son entreprise plus qu'un simple service de réparation. Il avait appris il y a longtemps que la loyauté se construisait sur d'innombrables petites interactions, pas sur de grands gestes. Son téléphone sonna alors qu'il examinait les rapports d'inventaire. L'identifiant de l'appelant montrait un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Wade O. Monsieur O. Ici l'inspectrice Angela Maddox, du bureau du shérif du comté. J'enquête sur la disparition de Patrick Mullins. J'espérais que vous auriez quelques minutes pour répondre à quelques questions. Wade sentit un calme familier s'installer en lui. Bien sûr, inspectrice. Quand cela vous arrangera-t-il? En fait, je suis dans le coin. Puis-je passer à votre garage? Je serai là. L'inspectrice Maddox arriva 20 minutes plus tard. Une femme d'âge moyen avec des yeux perçants et le genre de comportement patient qui suggérait qu'elle était très douée dans son travail. Wade la reçut dans son bureau, lui offrant un café et projetant l'attitude serviable d'un homme d'affaires prospère n'ayant rien à cacher. « Je crois comprendre que Patrick Mullins travaillait pour vous », commença-t-elle. « Oui, il y a environ 5 ans. J'ai dû le licencier pour vol. » « Avez-vous porté plainte? » ?»« Non, c'était une somme relativement faible, et je crois aux secondes chances. » L'inspectrice Maddox prit des notes dans un petit carnet. « Quand avez-vous vu Monsieur Mullins pour la dernière fois? » Il y a environ 2 mois. Il m'a contacté pour une opportunité d'affaires concernant l'immobilier international. Nous nous sommes rencontrés pour dîner avec ma femme, mon ex-femme, pour en discuter. Comment s'est passée cette rencontre? L'expression de Wade s'assombrit légèrement. Inspectrice, j'ai découvert lors de cette réunion que Patrick avait une liaison avec ma femme et volait de l'argent de mes comptes professionnels. Je lui ai dit de rester loin de moi et de ma famille. L'avez-vous menacé? Je lui ai dit que si je le revoyais, j'appellerais la police et je porterais plainte pour vol et fraude. J'aurais dû le faire il y a 5 ans. L'inspectrice Maddox étudia attentivement le visage de Wade. Votre ex-femme a confirmé cette version des faits. J'en suis sûr. Vous avez divorcé récemment. Oui. Découvrir que votre femme vous trompe a tendance à mettre fin à un mariage. Où étiez-vous la nuit du 15 mars? Wade fit semblant de réfléchir. Seul à la maison. Mon ex-femme avait déjà déménagé. J'ai commandé de la nourriture chinoise et j'ai regardé la télévision. J'ai probablement des reçus si vous en avez besoin. Ce ne sera pas nécessaire pour le moment. L'inspectrice Maddox ferma son carnet. Monsieur O, avez-vous une idée de ce qui aurait pu arriver à Patrick Mullins? Wade resta silencieux un moment, comme s'il considérait sérieusement la question. Inspectrice, Patrick Mullins était un escroc professionnel qui faisait carrière en volant les gens et en disparaissant avant de faire face aux conséquences. D'après ce que j'ai appris sur lui lors de notre enquête sur le vol, il avait des ennemis dans plusieurs États et devait de l'argent à des gens très peu indulgents. Quel genre de personne? Le genre qui n'appelle pas la police quand quelqu'un ne paie pas ses dettes. L'inspectrice Maddox hocha lentement la tête. Merci pour votre temps, monsieur O. Si vous pensez à autre chose qui pourrait être utile, n'hésitez pas à m'appeler. Elle tendit sa carte à Wade et partit. Wade attendit que sa voiture disparaisse du parking, puis appela Clarence. Nous venons d'avoir de la visite. Je sais. Elle pose des questions en ville depuis une semaine. Très minutieuse, mais elle ne trouve rien d'utile. Parce qu'il n'y a rien à trouver. Parce que nous sommes très bons dans notre travail. Wade sourit. Bien. Ce soir-là,
Wade s'assit dans son bureau, la même pièce où il avait découvert la trahison de Jessica 6 mois plus tôt. Le coffre-fort contenait désormais des documents différents, des polices d'assurance qui ne protégeaient que lui, des relevés bancaires affichant des soldes sains qu'il contrôlait entièrement, et des contrats commerciaux qui assureraient sa sécurité pour les années à venir. Il pensa à Jessica, probablement allongée éveillée dans un appartement bon marché à Phoenix, se demandant si chaque coup à la porte n'était pas quelqu'un venant recouvrer des dettes qu'elle ne comprenait pas. Il pensa à Patrick, dont la leçon finale sur les conséquences avait été plus permanente que Wade ne l'avait initialement prévu. Surtout, il pensa à l'avenir. Wade Wu avait 43 ans, était financièrement sûr et complètement débarrassé des personnes qui pourraient le trahir. Il avait appris à faire confiance avec prudence et à punir avec rigueur, et ces leçons lui serviraient bien dans ce qui allait suivre. Son téléphone vibra. Un texto de l'agent Seth Mayer. « Monsieur Wu, je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait pour ma fille. Les médecins disent que le traitement fonctionne. Je n'oublierai jamais cette gentillesse. » Wade sourit et supprima le message. Certaines dettes valaient la peine d'être payées, et certains services valaient la peine d'être rendus. Mais désormais, Wade Wu choisirait très soigneusement qui méritait sa confiance et sa loyauté. Car Wade Wu avait appris la leçon la plus importante de toutes. Dans un monde plein de prédateurs, la seule façon de survivre était d'être le prédateur alpha. Et Wade était très doué pour survivre. Et voilà. Une autre histoire qui s'achève. Qu'en avez-vous pensé ? J'adorerais lire vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez cette histoire, envisagez de rejoindre notre communauté en vous abonnant. Cela signifie beaucoup pour nous. Pour plus d'histoires comme celle-ci, consultez les vidéos recommandées à l'écran, et je vous dis à la prochaine.